Est-ce que l'idée même de ce dialogue au départ, est-ce que finalement le président Touadéra n'a pas succombé à un piège? Est-ce qu'il n'est pas tombé dans le piège qui lui a été tendu en voulant organiser ce dialogue? Je peux pas Un le dire. énième dialogue, pourquoi faire? Je sais pas, je sais pas. Ouais. J'ai été moi-même surpris parce Ouais. que si on pouvait comprendre le dialogue qui avait été mené au Soudan, Ouais. ce dialogue venait avant l'élection. Et il fallait aller à une élection apaisée. Et il fallait aller à une élection inclusive. Ouais. Moi, je n'y croyais pas au dialogue soudanais. Je n'y croyais pas. C'est-à-dire que les rébellions en Afrique sont portées par des groupes mafieux impérialistes. Donc, quand les groupes mafieux impérialistes n'ont pas leur position de pouvoir sur votre économie ou ne détiennent pas le pouvoir suprême, faites 150 000 dialogues. Surtout qu'en Centrafrique, on en a fait 17 dialogues officiels, 42 dialogues officieux. Le premier président Ahidjo y a mis beaucoup de son temps et de son énergie dans la paix en Centrafrique et au Tchad. C'est en lisant un livre, Une décennie avec le président Ahidjo, écrit par M. Samuel Ebois, son secrétaire général, que je l'ai appris. Le président Ahidjo s'y investissait beaucoup. La preuve est que, sous son magistère, nous avons eu 2 secrétaires généraux de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, les relations internationales du Cameroun, il y mettait vraiment du sien. Donc, moi, j'y ai pas beaucoup cru. Vous avez gagné une élection. On est allé à l'élection. Le président l'a clairement gagné. Tout de suite après, il y a eu une élection législative où il n'a même pas eu la majorité que moi je souhaitais. J'en avais en appelé le peuple centrafricain à lui donner un poids Un vrai politique. plébiscite, ouais. Parce qu'en Vous lui l'aviez donnant dit ici un sur ce poids plateau. politique, ça lui donnait la force politique, non seulement de négocier même avec la Russie. Quand vous négociez avec les Russes, il faut avoir la force politique et surtout de pouvoir implémenter son projet. Ça a été, il a une majorité où il est obligé, comment je vais dire, de faire une alliance. C'est la démocratie. Mais où est l'intérêt du grand dialogue? Pour moi, l'intérêt du grand dialogue, je peux comprendre le président qui veut toujours tendre la main. Mais il y a un impératif. Il faut que l'économie reparte. Il faut que l'économie reparte. Quel dialogue vous pouvez faire avec M. Bozizé? Comment vous allez convaincre M. Bozizé? Autour de lui, il y a 4 à 5 groupes des irrédentistes qui ne veulent pas venir dialogue. Quant à l'opposition, elle regarde en termes de rapport de force. Elle se dit, ah, il faut voir. Moi, j'abandonne toujours pas la France parce que à tout moment, on peut y mettre une situation d'insécurité et de chaos en plein Bangui. Parce qu'on l'a dit aussi ici. C'est ça l'enjeu. Je suis même allé plus loin et dire qu'il y aura des relents d'affrontements communautaires, tribal. On va paralyser l'action du président. Il est question que ces 5 années, que rien n'avance. C'est-à-dire, comme on dit au quartier, ça gâte. Toi, les Russes, tu es dans cette histoire-là, tu ne vas exploiter aucune mine. De mettre la Centrafrique à feu et à sang. Que le président n'ait pas de Est-ce qu'on bilan. n'est pas justement en train d'y aller avec un dialogue qui est déjà est mal engagé? Pour moi, il était question de ne pas cesser de tendre la main, mais de brandir l'accord politique de paix et de démobilisation. Que tous ceux qui n'intègrent pas l'accord politique de paix et de démobilisation, mais qu'est-ce que tu veux négocier avec eux? Aussi simple, le président va le dire à l'Assemblée des Nations Unies et dire que moi je vais continuer à vendre l'accord politique de paix et de démobilisation. Il va le dire en Angola, au milieu de ses pairs de la CEAC. Il va le dire au sein de la CEMAC. Il va envoyer sa ministre des Affaires étrangères rassurer le président Biya et dire voilà ma voix. Tout le monde va l'entendre. D'ailleurs, c'est ça qui va motiver le soutien qu'il va recevoir de la CEAC, qu'il va recevoir de la CEMAC et de tous les partenaires. C'est de dire que l'accord politique de paix et de démobilisation est là. Donc, celui qui n'intègre pas l'accord politique de paix et de démolition, tu vas à quel dialogue? La Centrafrique n'a eu que des dialogues. Depuis 1965, le premier coup d'État, on n'est allé que de dialogue en dialogue. Et la France va nous faire ce qu'on n'a jamais vu dans le monde, de faire les gouvernements d'union nationale. Ben, dites donc au président de faire un gouvernement d'union nationale, de prendre les responsables et les patrons des chefs de milice, d'en faire un gouvernement d'union nationale. Ça a même déjà été fait. Ça a même déjà été fait. Sans On a même vu pire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au Tchad, on avait sectionné les quartiers de N'Djamena en fonction des milices. D'un côté, il y avait les fentes de Hissène Habré. Hissène Habré était dans le gouvernement. De l'autre, il y avait les Gounds de Goukouni Ouedei. De l'autre, il y avait certains de M. Kamougué. De l'autre, de M. Ibek Inch Omar. Donc, N'Djamena était... Et un petit désaccord politique mettait N'Djamena à feu et à sang. C'est la France qui a instrumentalisé cette histoire. Donc, moi, j'ai souvent dit,
Dans un pays comme la Centrafrique, il faut avoir un peu d'autorité. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table et dire que nous sommes moins que terre. Et relancer l'économie. Je chute rapidement avec M. Soazini. Oui, allez-y. M. Soazini, c'est un proche de M. Nicolas Sarkozy. Ouais. C'est un ancien de la DGSE. Oui. Il a été même directeur du renseignement intérieur. Il a été directeur de la DRC. C'est-à-dire, sa promotion, il la doit en grande partie à M. Sarkozy. Parce que M. Sarkozy, avant d'être président de la République, a été ministre de l'Intérieur. Absolument. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur en France, vous êtes le patron des services de renseignement. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va partir du renseignement français? Il va se lancer dans ce qu'on appelle de l'intermédiation industrielle et des cabinets de lobbying. Absolument. On va le retrouver dans le groupe Bolloré avec Roussin. Roussin, c'est un ancien aussi des services secrets. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans le groupe Roussin et dans le groupe Bolloré? C'est que quand Bolloré va mettre la main sur la banque Rivaux, qui va fédérer et qui était en quelque sorte la holding des intérêts obtenus pendant la colonisation, c'est-à-dire le patronat colonial français. Ils avaient créé une holding et une banque. Bolloré va mettre la main sur ça. Bolloré aura un problème. Comment intégrer les palais présidentiels et avoir un certain type de concession qu'il n'avait pas? Eh bien, c'est M. Soazini et M. Roussin, les anciens du renseignement français, les hommes de liaison de la France-Afrique qui vont introduire Bolloré à l'intérieur des palais présidentiels. Et c'est ça qui fera que, sous la couverture de Nicolas Sarkozy, qui ne pourra pas se montrer, il va actionner ces deux-là de tout faire d'introduire Bolloré. Bolloré va obtenir près d'une douzaine de concessions pendant le magistère de M. Nicolas Sarkozy. Donc, vous voyez donc que le problème du président Touadéra aussi, c'est qu'il n'ouvre pas la porte sur le plan économique. C'est-à-dire, son pays, au-delà du sécuritaire, où il a fait entrer la Russie, eh bien, il explique que sur le plan économique, il y a d'autres partenaires comme la Chine, et notamment ses premiers partenaires qui sont des pays comme la CEMAC. C'est pour ça que j'en ai toujours appelé au patronat camerounais, aux hommes d'affaires camerounais, d'aller déjà relever la Centrafrique sur le plan agricole. Parce que le Cameroun a des capacités, et des pays de la CEAC. Donc, si on relève déjà la Centrafrique sur le plan agricole, c'est un pays aussi continent 622 000 km². La Centrafrique regroupe les grands types de climats africains. Donc, autant les céréales peuvent y pousser, les tubercules, que les arbres fruitiers. Sur 622 000 km², il n'y a pas plus de 7 millions d'habitants. Le pays est totalement vide. Avant d'exploiter le pétrole qui est en dessous, on peut déjà commencer à mettre du maïs et des arachides et nourrir les populations. Donc, vous voyez donc qu'il y a aussi une guerre de dire que sur le plan militaire, on nous booste, on nous met dehors. Sur le plan économique, on nous met dehors. C'est un crime de lèse-majesté. Il faut faire tomber le président Touadéra. Et en ça, je réitère encore que la situation soudanaise ne l'arrange pas vraiment. Donc, s'il n'y a pas une véritable base militaire à la frontière est de la République centrafricaine, ça sera très compliqué. Et c'est en ça qu'on questionne le rôle de la MINUSCA. Qu'est-ce qu'elle fout là? Eh bien, si elle n'a plus sa place, qu'elle parte. C'est-à-dire qu'elle dégage. Il vaut mieux un accord bilatéral avec un pays dans lequel vous deux, vous savez à peu près les clauses qui sont au sein de l'accord, que d'avoir une histoire parrainée par l'ONU, par des fonctionnaires de l'ONU, dont vous ne maîtrisez pas. Puisque vous en parlez, je voudrais rester avec vous sur le cas de la MINUSCA précisément. Comment la faire partie? Quand on sait qu'aujourd'hui, en RD Congo, le président Kabila, avant son départ, a demandé à maintes reprises le départ de la MINUSCO, là-bas. Ça n'a pas été possible. Comment faire partie la MINUSCO? C'est devenu un problème. Parce que pour la faire partir, j'ai presque l'impression qu'il faut une résolution pour la faire partir. La France met veto. C'est un peu comme la résolution sur l'embargo sur les armes. La Russie a clairement dit que c'est un pays souverain. Il faut qu'on lève l'embargo sur les armes. La Chine a clairement appuyé ça. Mais la France a joué la solidarité des pays européens, où la Norvège a expliqué que les FACA, on n'est pas sûr de la moralité des FACA. Que vous levez l'embargo sur les armes, ils sont tellement voyous, les soldats centrafricains, qu'ils vendront les armes au marché noir. La raison pour laquelle ils ont mis en quelque sorte un droit de veto. Donc, voilà le véritable problème. Mais, sauf que moi, j'avais lu en quelque sorte la mission de la MINUSCO en RDC. La mission de la MINUSCO résultait des accords de Lusaka. Et les accords de Lusaka expliquaient tout simplement que un papier de format A4 et une simple lettre sur le principe de souveraineté, de dire à la mission de paix des Nations Unies au Congo que
nous voulons mettre cette fin à cette mission. Sauf qu'il fallait prévenir l'ONU 6 mois avant pour qu'il y ait un processus et un calendrier de retrait des hommes, du retrait du matériel et de la prise de nouvelles positions. Voilà, vous pensez que le président Kabila n'était pas au courant de cette clause? Ce sont les accords de Lusaka qui le disaient. Donc, c'est pour ça qu'on explique que l'ONU, quand on vous dit que l'ONU, il n'y a pas de démocratie, quand on vous dit que c'est une nébuleuse l'ONU, c'est-à-dire que les accords de Lusaka, je les ai lus, vous allez sur Google, vous tapez les accords de Lusaka qui font l'arrivée de la MONUSCO. Sauf que le président Kabila l'avait justement dit, mais le président Kabila avait aussi expliqué lors de son dernier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies que si je suis élu l'année prochaine, je mettrai fin à la mission de la MONUSCO. Ça veut dire que la MONUSCO allait être considérée comme une force d'occupation.